On a été lancé sous l'impulsion du groupe Publicis et du groupe Le Parisien Les Échos en 2017. On est passé à une structure qui est aujourd'hui à près de 6000 membres, qui organise une dizaine d'événements, qui travaille avec des grandes entreprises. Après, le monde de l'IA, c'est très... faut être très très vigilant parce que on se rend compte que beaucoup de gens investissent sans forcément avoir les cas d'usage. Bonjour et bienvenue dans En sous-marin, le podcast qui traite des side projects, des projets qui fonctionnent, qui peuvent parfois générer des revenus complémentaires et peut-être mener vers l'entrepreneuriat. En ce moment, c'est très tendance de dire side quest. Side quest, c'est donc cette activité qu'on mène en parallèle, un peu pour diversifier son activité et qui peut parfois mener vers quelque chose qui nous inspire particulièrement. Je suis Pierre Aboukra, votre host, et j'accompagne quotidiennement des porteurs de side projects cherchant à gagner des revenus complémentaires, développer une opportunité ou même créer une communauté. Justement, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Tom Elliott Airfray, vice-président de TechUp Network. Ensemble, on va vous parler de TechUp, un réseau qui rassemble aujourd'hui plusieurs milliers d'entrepreneurs, chercheurs, étudiants et professionnels autour d'une même ambition, faire circuler les idées, les opportunités et surtout créer des connexions dans la tech. Merci Tom Elliott de prendre ce temps pour échanger avec moi. Et Avec pour plaisir. commencer, peux-tu te présenter et nous raconter la jeunesse de TechUp ? Merci Pierre de m'avoir invité. Donc Tom Elliott Airfray, donc moi je suis vice-président exécutif, comme tu l'as dit, du réseau TechUp, qui existe depuis 2017. Donc on fêtera l'année prochaine nos 10 ans. On a été lancé sous l'impulsion du groupe Publicis et du groupe Le Parisien Les Échos en 2017, un an après Vivatech, donc qui est l'un des plus grands événements tech en Europe et on peut le dire maintenant dans le monde. Et c'est vrai que lorsqu'on a été lancé, alors on est une association, on a été lancé avec l'objectif de pouvoir animer une communauté de personnes qui seraient volontaires sur des événements, de pouvoir animer ce réseau qui augmente de taille en taille, d'année en année, et plus globalement de pouvoir faire du networking, participer à des événements, voilà, créer un peu un réseau où à la fois on retrouve des étudiants, des entrepreneurs, des chercheurs, comme tu l'as dit, mais aussi des cadres sub, des gens qui travaillent, des gens qui portent des projets ou des choses comme ça. Très clair. Et donc, 10 ans, en fait, ça m'interpelle parce que ça va être aussi les 10 ans de Vivatech. Donc, en fait, c'est quoi exactement la synergie, la collaboration qu'il y a entre TechUp Network et Vivatech ? Alors en fait, Vivatech a été lancé en 2016. Donc la première édition, c'était 2016. Nous, notre structure a été lancée en 2017. Et en fait, elle a été lancée un an après Vivatech parce qu'on s'était rendu compte sur l'événement, sur la première édition, qu'il y avait cette volonté de ne pas juste faire participer des gens qui seraient là pour l'argent ou parce que c'est leur travail. Donc typiquement, sur pas mal de salons, on retrouve des hôtesses ou des hôtes, qui sont des gens qui travaillent pour des agences de communication, et qui peuvent être le lundi sur un événement tech, le mardi à la Foire de Paris, et le mercredi sur un salon qui n'a aucun rapport. Et donc justement, on avait cette volonté. Alors à l'époque, on était étudiants, les créateurs de l'association étaient des étudiants, et on a eu cette volonté, cette synergie entre les équipes de Vivatech, des étudiants qui avaient un profil d'entrepreneur, et les équipes bien évidemment des organisateurs de Publicis et du groupe Les Échos, de créer en fait un programme qu'on appelle le Vivatech Team, donc qui à l'époque s'appelait la Viva Team, qui a été renommée entre temps, et d'avoir une association à but non lucratif qui gère ce programme. Donc qui va animer la communauté durant toute l'année, qui va organiser des événements, des conférences, des meet-up, des événements intimistes aussi, où on pourrait justement avoir cette animation du réseau, où on va retrouver à la fois des gens qui n'ont jamais monté de start-up, des gens qui parfois n'ont aucun rapport avec la tech directement, mais qui seraient intéressés par tous ces sujets-là. Donc on a lancé ce programme en 2017. Aujourd'hui, on fête donc les 9 ans du programme et les 9 ans de notre association. Et Vivatech, pour le coup, fête ses 10 ans. Génial. Et est-ce qu'il y aura quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire pour les 10 ans de Vivatech ? Ah bah les 10 ans de Vivatech, ça a été un gros sujet. On travaille dessus. Alors nous, on travaille dessus depuis le mois de novembre. Côté TechUp Network. Bien évidemment, les équipes de Vivatech travaillent dessus depuis l'été dernier, en fait, depuis peut-être 3 semaines après la fin de l'édition de l'année dernière. Donc oui, pour les 10 ans, beaucoup de nouveautés, beaucoup de surprises aussi. Un programme très chargé. Beaucoup de choses ont été revues. En fait, on a profité des 10 ans de l'événement à la fois pour revoir l'événement lui-même, pour revoir les événements qu'il va avoir à côté, ce qu'on appelle les side events, qui sont un élément extrêmement important de Vivatech, et bien évidemment le programme de bénévolat, donc, que nous on appelle le programme de volontariat,
On préfère le terme de volontaire. Pour reprendre un peu sur TakeUp plus en détail, pour plonger vraiment dans comment ça s'est créé, c'est quoi un peu les prémices? Tu peux nous raconter un peu une anecdote particulière? Bah, c'est vrai que lorsque TechUp a été créé, alors ça s'appelait pas TechUp, ça s'appelait les étudiants de la tech. Ça s'appelait les étudiants de la tech, alors pour une raison très simple. On avait Viva Technologie, ou Viva Tech, et on avait des étudiants qui participaient à Viva Tech. Et donc en fait, on avait appelé ça les étudiants de la tech, tout simplement. On s'est rendu compte très rapidement que on a eu de plus en plus de profils, et qu'on avait alors beaucoup de profils étudiants, on avait aussi des profils d'entrepreneurs qui n'avaient pas forcément fait les mêmes études ou qui avaient terminé leurs études. Et donc en fait, on considérait que la notion d'étudiant de la tech n'était plus forcément pertinente. Donc on a décidé de renommer la structure en TechUp Network, parce que c'est le réseau TechUp Network. Aujourd'hui, on a près de 6000 membres. On organise en général une dizaine d'événements par an. Ça peut être plus, ça peut être moins selon un peu les opportunités. L'association est vraiment née un petit peu de cette synergie entre le monde de la tech et des étudiants qui étaient intéressés, mais qui n'osaient pas forcément sauter le pas. Qui se disaient, je suis intéressé, mais aujourd'hui, on regarde que dans l'écosystème tech, on va avoir des incubateurs, mais pour faire un incubateur, il faut avoir une startup. On avait des investisseurs avec des fonds, des venture capital, mais pour ça, du coup, il faut aussi avoir une startup ou des choses comme ça. Et on manquait un petit peu de cette capacité à dire, bah, je suis étudiant, j'ai juste envie de faire de la veille technologique. Et c'est comme ça justement que la structure est née. Elle est née avec des étudiants et des étudiantes en école de commerce, en école d'ingénieur, en école d'informatique, à l'université, en école d'art, en école de mode. On a eu vraiment énormément de profils. Aujourd'hui, on a près de 130 écoles qui sont représentées dans le réseau. On a 6000 membres. Alors sur ces 6000 membres, on va avoir bien évidemment beaucoup d'étudiants, mais on va avoir aussi des diplômés, des gens qui ont participé à des événements, parce on n'organise pas que Vivatech, on organise d'autres événements depuis pas mal d'années. Et voilà, on va retrouver des gens qui, une année, étaient volontaires, et l'année d'après, allaient avoir leur stand sur l'événement. Donc c'est comme ça que c'est né, et c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'étapes. On est parti d'une asso qui recrutait une centaine de personnes sur un événement qui, à l'époque, était un petit événement de niche. On est passé à une structure qui, aujourd'hui, a près de 6000 membres, qui organise une dizaine d'événements, qui travaille avec des grandes entreprises. On a travaillé avec Microsoft, on a travaillé avec Nvidia, on a travaillé avec France Digital, des événements à Station F, avec la Commission européenne, on a travaillé sur les iSummit l'année dernière. Donc voilà, on a beaucoup, beaucoup d'opportunités. Et aujourd'hui, avec l'IA, on en a encore plus. Et c'est vrai que justement, voilà, on est passé typiquement d'une structure qui avait une centaine de bénévoles à aujourd'hui près de 800 bénévoles sur Vivatech. C'est une belle ascension. Et justement, moi, en regardant le site de TakeUp, j'avais ce sentiment que TakeUp, c'était pas seulement essayer de créer une communauté de gens intéressés par la tech, mais c'était également de démocratiser l'image de la tech. Mm. Est-ce que c'est ça votre volonté? Tout à fait. Bah, comme je l'ai dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, et ça c'est quelque chose qui était valable aussi en 2017, on se rend compte que l'écosystème de la tech, c'est très particulier. Soit on a un pied dedans, et dans ce cas-là, voilà, on marche tout droit. Soit on a quand même, voilà, on a cette volonté de faire de la veille technologique, mais on n'ose pas trop y aller ou des choses comme ça. Et donc c'est vrai que dans la plupart de nos actions, dans la plupart de nos événements, dans la plupart même des communications qu'on oriente, on a cette volonté justement de faire de la veille technologique. Donc d'être capable à la fois de parler à des profils très techniques, d'écoles d'ingénieurs ou d'écoles d'informatique, tout comme à des profils commerciaux, école de commerce, école de marketing, mais aussi à des profils qui n'ont aucun rapport avec la tech. Aujourd'hui, on a des écoles, on a même les beaux-arts dans nos bénévoles, pour te dire. Et donc, c'est vrai qu'au-delà même des événements, on va avoir un réseau, du networking. Chaque personne va avoir un profil, au final, sur notre plateforme, parce que, alors, je ne vais pas forcément parler de ciblage ou de choses comme ça, mais on sait, voilà, les études qu'on fait novembre. On sait où est-ce qu'ils travaillent. On sait par quoi ils sont intéressés. Et ça, c'est un élément qui peut être différenciant sur les actions qu'on mène. Hmm. D'ailleurs, moi j'ai vu passer une actualité, c'était que je crois qu'il va falloir un stage ou une alternance pour les beaux-arts, que bientôt ça va être accessible. Mais ouais, je trouve qu'il y a un panel hyper divers de possibilités avec TakeUp. D'ailleurs, est-ce que vous postulez, on peut encore postuler là pour rejoindre Vivatech grâce à TakeUp? Ah bah après, alors là on a atteint officiellement notre nombre limite d'inscrits parce on visait 800 volontaires, on les a eu.
Et on a même eu de la marge, hein, pour te dire, on a une liste d'attente. Après, de toute façon, nous, on organise quand même pas mal d'événements. Aujourd'hui, alors on a ce qu'on appelle des flagship events, comme Vivatech, euh, où voilà, on recrute bien évidemment en masse. Après, on n'organise pas que des événements où on cherche des volontaires. On organise des événements aussi pour nos membres. Ça, typiquement, on va avoir en septembre quelques événements. Là, mois de janvier, par exemple, on était à Las Vegas au Consumer Electronics Show, donc qui est le CES, le grand concurrent entre guillemets de Vivatech. On a eu la chance d'aller. Et voilà, mais après, de toute façon, moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que les gens doivent s'inscrire. Ils s'inscrivent, on a un site qui s'appelle Take Up Connect, où les gens peuvent s'inscrire. Voilà, ils vont rejoindre une communauté, parce que on n'est pas qu'au niveau des événements. Tu vois, derrière, on va avoir quand même un écosystème, sans même forcément parler d'événements. On va avoir des entreprises qui vont voilà, être intéressées par des profils, des gens qui vont vouloir recruter, par exemple, ou enfin des membres qui vont chercher, par exemple, des alternances, des stages ou des emplois, des entreprises qui vont vouloir recruter, des choses comme ça. Donc c'est toujours bien de s'inscrire. Nous, on communique énormément. On a des communautés sur nos réseaux sociaux, sur Discord, sur Instagram pour le côté un peu plus média qu'on est en train de développer, et bien sûr sur LinkedIn qui est pour le côté un peu plus corporate. Très bien. Et comment tu gères toutes ces communautés? C'est toi qui t'en occupes personnellement ou tu vas déléguer je sais pas, vous allez avoir un canal Discord par exemple? Ah bah, aujourd'hui, dans l'association, alors je le précise, mais c'est important, on est tous bénévoles. C'est-à-dire que nos membres sont des bénévoles, nous sommes bénévoles, donc on travaille à côté. Aujourd'hui, voilà, on est une équipe d'une dizaine de personnes. Moi, voilà, je gère un peu la partie opérationnelle de l'asso, ce qui prend déjà pas mal de temps. Mais après, voilà, on a des équipes dédiées à la communication, à nos communautés, à la logistique, qui sont des pôles extrêmement importants. On va voilà, beaucoup communiquer sur Discord pour voilà, la partie un petit peu fraternité de la communauté. Tandis que sur les réseaux sociaux classiques comme Instagram ou LinkedIn, on aura plus des communications, on fait des vidéos aussi, des montages. TakeUp voilà, propose aussi des prestations. Parce qu'on agit aussi en tant que prestataire d'événementiel. Donc il y a des événements où on est présent parce qu'on organise des prestations photos, des vidéos, on interviewe des gens. CES, typiquement, on a interviewé pas mal de personnes. Donc on va sortir bientôt un podcast à ce propos. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a diversifié aussi nos opérations pour ça. On est parti voilà, d'une asso étudiante. Vraiment, à l'époque, il n'y avait que des étudiants. À aujourd'hui, une structure qui travaille avec des entreprises, qui est gérée à la fois par des étudiants, parce qu'on a toujours des étudiants au sein de notre conseil d'administration, mais aussi, un peu comme moi, par des gens qui viennent du monde de la vie active. À titre d'exemple, toi, quelle opportunité ça a pu t'apporter Take Up? Ben moi, j'ai rencontré beaucoup de monde sur nos événements. Honnêtement, le networking, c'est une partie très importante parce que c'est au travers du networking que tu vas développer des projets. C'est pas au travers d'incubateurs, c'est pas au travers de présentations, de choses comme ça. C'est vraiment en mettant deux personnes dans une même pièce. Ouais, alors je vais pas dire, on va pas les enfermer, hein, mais en fait, entre guillemets, en permettant à des gens de travailler ensemble, tu vois, sur des événements, ou même durant des soirées, ou même parfois durant des voyages qu'on a pu en organiser par le passé. On a organisé par exemple en 2020, durant la crise de la Covid, on a organisé l'un des plus grands hackathons de France, Hack the Crisis, qui avait été un succès. Plusieurs dizaines de milliers de personnes étaient connectées sur un hackathon en ligne. Et à l'époque, c'était absolument invraisemblable. Alors, on avait travaillé avec une asso qui s'appelle Genius. Justement, on avait pu faire ça pour toucher près de 160 écoles à peu près. Et donc, typiquement, voilà, ça nous a apporté énormément de networking. On a vu aujourd'hui des gens qui ont été soit notre direction, soit qui ont été des membres, qui aujourd'hui travaillent dans des grandes entreprises. Moi, ça m'arrive justement, si j'en reviens à mon travail professionnel de la vie de tous les jours, ça m'arrive très souvent de rencontrer des gens qui ont travaillé avec moi dans l'association. Et eux travaillent dans une entreprise, moi je travaille dans une entreprise, et on se retrouve dans le cadre professionnel. Et est-ce que tu aurais d'autres anecdotes aussi? Donc, c'est vrai que donc, tu participes à des shows. Déjà, tu peux nous expliquer un peu comment tu arrives à faire ces shows, mais également nous donner peut-être une anecdote. Alors, comment est-ce qu'on organise les shows? C'est beaucoup de travail, hein. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors, nous on a la chance sur certains événements de passer par des prestataires. On a juste une aide voilà, logistique ou organisationnelle. Nous, on gère toute la partie contractuelle. Voilà, donc nos membres sont nos membres. Après, sur Vivatech, c'est vrai que ça nous demande beaucoup de travail. Nous, on commence généralement à travailler sur Vivatech au mois de novembre. Donc après, bien évidemment, ça s'accélère au fur et à mesure. On doit créer des missions, on doit créer des plannings, on crée des équipes. Parce que forcément, 800 personnes à gérer sur un seul événement,
voilà, on peut pas dire, bah venez et gérer, gérer les choses dans votre coin. Ah non, il y a quand même une vraie organisation derrière. Il y a un vrai planning et c'est vrai qu'on a des super équipes qui travaillent là-dessus. Voilà, moi j'ai un secrétaire par exemple qui travaille parfois le week-end. Qui s'appelle comment? Vincent Attali, bah, d'ailleurs, il nous regardera probablement, voilà, qui nous accompagne aussi depuis pas mal d'années, parce que moi j'ai pris la vice-présidence de l'association en 2022. Alors j'étais déjà dans l'asso avant en tant qu'advisor, mais voilà, j'ai pris justement ce poste-là. Et c'est vrai que, voilà, après, en termes d'anecdotes, il y en a plein. Il y en a plein. Les anecdotes les plus drôles, c'est les rencontres. Moi, j'ai rencontré des dirigeants sur l'ensemble de nos événements. J'ai rencontré Elon Musk, par exemple, il y a 3 ans. Ça a été un petit peu chaotique d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas forcément prévu. En fait, au final, on a fait un peu la sécurité d'Elon Musk. C'est pas du tout prévu. Ça a été fait parce que voilà, c'était une période en plus où ça avait été annoncé au dernier Attends, moment. enfin, t'as fait la sécurité d'Elon Musk, ça veut dire que t'étais au... En fait, Elon Musk est venu sur Vivatech il y a 2 ou 3 ans en physique. Alors, il est venu une année en physique et l'année d'après en distanciel. Et c'est vrai que l'année où il est venu en physique, en fait, de facto, c'était pas forcément prévu. On s'est retrouvé, voilà, comme beaucoup de bénévoles, à vouloir participer à la conférence d'Elon Musk. Et en fait, de par nos missions, on s'est retrouvé à faire un petit peu la sécurité pour organiser Ah, je pour vois. organiser les flux. Ok. Donc c'était très drôle. Après d'ailleurs, Elon Musk a été très, très sympathique. On était au premier rang. Donc, non, non, bah après, des anecdotes comme ça, on en a plein. Moi, dans mes équipes, enfin, notre président, par exemple, a fait la sécurité de Mark Zuckerberg quelques années auparavant. On a rencontré, voilà, moi j'ai rencontré par exemple Tim Cook, donc le patron d'Apple, comme ça. Donc voilà, il y a beaucoup d'anecdotes. Il y a beaucoup d'anecdotes. Après, les anecdotes, souvent les plus mémorables, sont celles des événements inattendus, de manifestations voilà, de comment est-ce qu'on a réagi ou des choses assez drôles. Bon, après, c'est des anecdotes assez drôles, hein. Généralement, à la fin de nos événements, notamment Viatech, mais d'autres, on est crevé, on est fatigué. On avait fait, l'année dernière, je sais plus, on avait fait plusieurs dizaines de millions de pas. On avait fait justement un classement avec notre partenaire WeWard. On voulait voir combien de pas l'ensemble de nos volontaires allaient faire. Et je crois qu'on était à plusieurs dizaines de millions de pas qui avaient été réalisés sur toute la semaine. Voilà. Bah, ce sont des belles rencontres. Et puis, si vous voulez faire du sport, bah, venez à Vivatech aussi. Ah bah clairement, c'est ce qu'on a toujours dit. Alors, s'il y a une chose à faire à Vivatech, c'est investir. Bon, déjà dans du temps pour refaire son LinkedIn, ça à la limite, ça peut être fait le week-end, mais surtout investir dans des baskets. Ça, c'est vraiment le plus important. Et un peu de maître. Ok, ça marche. Et en parlant de belles rencontres, justement, est-ce que tu aurais des conseils pour quelqu'un qui veut percer dans la tech? Bah, moi, mes conseils, alors déjà, c'est de ne pas forcément se dire que c'est réservé à une population. C'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, la tech, c'est pas réservé aux entrepreneurs. C'est pas réservé aux gens qui ont créé des startups. C'est pas réservé à des gens qui ont déjà le réseau existant. Parce que voilà, s'il y a déjà un réseau existant, il n'y a pas forcément d'intérêt de faire de belles rencontres. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on est nouveau ou nouvelle sur ce type de marché, entre guillemets, le plus intéressant, c'est les rencontres. Et les rencontres, on les fait au travers d'événements, on les fait dans des soirées, on les fait en communiquant et on les fait surtout en osant. Voilà, typiquement, aller parler à un patron du CAC 40 pour lui demander un stage et profiter d'événements pour le faire comme ça. Ou à l'inverse, oser postuler. Ou à l'inverse, participer à des petites soirées, créer son petit projet à côté et le développer en parallèle. Donc en fait, moi, le vrai conseil que je vais avoir, c'est d'être naturel. C'est d'être naturel parce qu'en fait, si on est trop fermé, voilà, parce qu'on veut justement ressembler un peu aux Oui, stéréotypes. ouais, moi c'est vrai que c'est une chance de t'avoir parce que c'est vrai que je me disais, bah, quelqu'un de la tech, il va peut-être être un peu introverti, alors que toi, non, vraiment, tu vas à fond. Mais c'est vrai que j'ai cette image un peu du geek qui veut pas vraiment aller vers les autres et qui développe dans le noir. Oui, bien sûr. Et à l'inverse aussi, on a, enfin, nous, c'est ce qu'on voit assez souvent, c'est qu'on va avoir des profils très école de commerce. Voilà, la personne qui, voilà, va présenter son truc pour le vendre. On va avoir des gens, comme tu l'as dit, très introvertis, très techniques, un peu geek entre guillemets. Au final, il faut trouver un juste milieu. Voilà, il faut à la fois avoir une cohérence dans son discours. Il faut être honnête avec soi-même, parce que si quelqu'un est, voilà, un petit peu, enfin voilà, si la personne justement essaye un petit peu peut-être de se mentir à elle-même ou des choses comme ça sert à rien. De toute façon, dans la tech, c'est un métier comme un autre, c'est un univers comme un autre. Tant qu'on est naturel, ça va. Bah, j'espère que nos éditeurs arriveront à rester naturels dans ce genre de situation et je pense que c'est un très bon conseil. Aussi, c'est vrai que moi j'ai un sujet inquiétant, c'est Mm. l'intelligence artificielle. C'est vrai que je vois beaucoup en ce moment de SaaS, de software as a service, qui n'arrivent pas à décoller justement avec l'intelligence artificielle. Est-ce que tu penses que c'est un problème dans le domaine de la tech ou que l'intelligence artificielle est un outil qu'on peut plutôt utiliser?
Bah, alors c'est vrai que moi, mon travail principal, au-delà du réseau TechUp, c'est justement l'IA. Bon, aujourd'hui, je pilote justement les projets IA au sein d'une grande entreprise du CAC 40. Et c'est vrai que justement, bah, ça, c'est des sujets qu'on voit au quotidien. Après, le monde de l'IA, c'est très, faut être très très vigilant parce que on se rend compte que beaucoup de gens investissent sans forcément avoir les cas d'usage. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit à la fois dans des startups comme des grandes entreprises. Et c'est un problème parce qu'on voit des entreprises qui se disent on doit mettre de l'IA de partout. On doit mettre de l'IA dans nos process, on doit mettre de l'IA dans les process métiers, dans les équipes, les DSI, le marketing, un peu de partout. Et en fait, on se rend compte que ils vont beaucoup investir, mais ils vont pas forcément passer assez de temps sur les cas d'usage concrets. C'est-à-dire, où est-ce qu'aujourd'hui l'IA a un réel impact dans les entreprises. Et c'est vrai qu'on voit énormément d'acteurs qui émergent sur le marché. Euh, Mon entreprise est un acteur, et l'un de ces acteurs-là. Et là où nous, justement, on a une posture un petit peu différente, c'est qu'à la fois, on est un éditeur de logiciels. Bon, c'est pas, on ne fait pas que ça, hein, mais on édite notamment des logiciels, mais surtout, on est client de nos propres solutions. Et ça, c'est extrêmement important parce que si aujourd'hui, une entreprise n'est pas capable d'utiliser sa solution à bon escient, elle pourra jamais la vendre à d'autres personnes. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, l'IA, il y a un réel potentiel sur les process à tous les niveaux. Clairement, on voit même déjà du ROI dans pas mal d'entreprises. Après, il ne faut pas mettre de l'IA parce qu'il faut mettre de l'IA. Voilà, il faut savoir acculturer ses collaborateurs. Il faut savoir trouver des cas d'usage qui répondent à des vraies problématiques. Et surtout, il ne faut pas se dire que l'IA va remplacer l'ensemble des process. Voilà, on aura toujours de l'humain, on aura toujours une part de vérification manuelle, on aura toujours une part d'inconnu. Parce que typiquement, quand on fait de l'automatisation de processus, on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir l'IA qui prend une décision qui ne serait pas cohérente. Donc voilà, il faut savoir prendre aussi un petit peu du recul par rapport à ça. Par exemple, en ce moment, les sujets IA, ça me touche particulièrement. Et notamment OpenClaw. Si je dis à OpenClaw détruis mon ordinateur, par exemple, il peut le faire, quoi. Enfin, donc ça fait très peur. Il y a un sujet de gouvernance. Il y a un sujet de gouvernance. Alors à la fois sur OpenClaw, mais pareil, il y a 2 ou 3 jours, il y a un article, alors à vérifier, hein, mais il y avait une rumeur comme quoi une entreprise américaine aurait dépensé 500 millions de dollars de tokens Anthropic Claude. Voilà, 500 millions de dollars. Donc alors, je doute très fortement qu'ils vont les payer au final, mais c'est vrai que ça pose des sujets sur à la fois la façon et les outils qu'on donne à l'IA, et plus globalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les process qu'on veut faire derrière. Parce que si on ne sait pas ce que l'IA doit faire, typiquement avec OpenClaw, quand on va dire bah, je donne accès à mon ordinateur et ensuite je laisse l'IA faire ce qu'elle souhaite, c'est un peu dommage parce qu'au final, on ne prend pas le temps de se dire qu'est-ce que l'IA devrait faire pour rendre ma vie plus pratique, à la fois sur le plan personnel comme sur le plan professionnel. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter sur TechUp ? Bah écoutez, moi ce que je dis toujours aux personnes, c'est profiter à fond quand on vient sur des événements. Nous, on a fait un gros travail sur un élément très important qui est le fait de se dire quand on participe à un événement bénévolement, en l'occurrence c'est le cas de beaucoup de nos événements, l'idée c'est vraiment qu'il y ait un retour sur investissement. Nous, on passe beaucoup de temps à refuser des événements parce qu'on considère qu'il n'y a pas de retour sur investissement pour les volontaires, pour nos membres. Ça paraît un petit peu bête, hein, mais Vivatech, un billet d'entrée, c'est entre 400 et 500 euros. Aujourd'hui, on a des événements gratuits qui nous ont déjà demandé, qui nous ont déjà sollicité, sans nous offrir de retour sur investissement pour nos membres. Et on leur a dit, mais c'est quoi l'intérêt de participer ? Oui, bah, ils peuvent faire des belles rencontres. Oui, mais il faut plus que ça. Donc c'est vrai que nous, on a un gage, voilà, on donne un petit peu un label sur nos événements. C'est extrêmement important. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on existe depuis près de 10 ans, qu'on a plus de 6000 personnes. Parce que voilà, beaucoup d'associations sont restées au statut de quelques centaines de membres, au statut d'étudiants. Nous, on a justement voulu grossir. Et voilà, on essaye vraiment de faire en sorte que nos événements soient un gage de qualité, qu'importe. Et que derrière, nos bénévoles, nos volontaires, nos membres puissent faire de belles rencontres. Mais comment exactement tu fais en sorte que ce soit gage de qualité ? Ah bah on a un cahier des charges déjà auprès de nos partenaires. Très bien. C'est un très bon début. Voilà, donc on a une entité qui s'appelle TechUp Business qui est vraiment dédiée justement à cette partie-là. On a un cahier des charges qui doit être respecté par l'ensemble de nos partenaires. Et il nous arrive justement de refuser des événements. Et aussi on essaye de se dire on va pas organiser que des événements où les gens vont être volontaires. Parce que ça sera un peu... on essaye quand même d'animer au-delà de ça. Donc on organise des meet-up, on organise parfois des soirées
il n'y a pas de volontaire quoi que ce soit. Là, c'est vraiment, entre guillemets, kiffer au maximum, faire des belles rencontres, des choses comme ça. Et notamment, durant Vivatech, on va organiser des side events, des événements qui ont lieu le soir de Vivatech avec des partenaires. L'année dernière, on avait eu la chance d'avoir plus de 1500 personnes sur un campus étudiant avec NVIDIA. Et ça a été vraiment une... Alors pour nous, 1500 personnes en invité en logistique, c'était une première. Hein. Et donc voilà, et on essaie justement d'aller au-delà juste de l'événementiel. Voilà, on essaie d'aller au-delà. On est très, très direct, on a des partenaires qui nous suivent depuis très longtemps. Vivatech est un très bon partenaire, on en a d'autres, on a des grosses entreprises. Et voilà, on a déjà refusé par le passé des entreprises à cause de ça. Et on essaie, nous, toujours, lorsqu'on a des nouveaux clients, lorsqu'on a des nouveaux événements ou des nouvelles opportunités plus globalement, de dire, bah voilà, voici ce qu'on apporte à l'entreprise ou à l'événement, voici ce que l'événement, l'entreprise apporte à nos bénévoles. Voilà. Et après, c'est un ratio, il faut trouver un juste milieu. Merci Tommy d'être passé dans le podcast. Avec grand plaisir, merci pour l'invitation.